Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cyberéthique. Ce mois-ci, nous allons parler de la santé numérique et du dossier électronique du patient. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Rosenberg, fondatrice et CEO de CIRMA, et Raoul Diez, notre expert cyber. Tout d'abord, écoutons Dr Olivia Braillard, spécialiste de médecine interne, et Madame Corrèze Le Signe, chef projet déploiement du dossier électronique du patient. J'utilise la télémédecine en particulier pour faciliter l'accès aux soins. Ça veut dire que j'ai des patients qui travaillent par exemple ou qui ont des difficultés à se déplacer et ça me permet de leur offrir des consultations médicales comme si on se voyait physiquement mais par télémédecine. Et d'autant plus quand on est médecin traitant, c'est des patients que je connais bien, ça veut dire que je n'ai pas besoin à chaque consultation de les examiner ou de prendre l'attention. Donc ça permet de garder ce contact sans perdre de l'information médicale. Et je dirais même que c'est un avantage parce que finalement, ces patients, pour alimenter la consultation, ils vont devoir se surveiller eux-mêmes pour apporter en consultation leurs résultats. Par exemple, les patients qui ont un problème de cœur vont prendre leur poids tous les jours et au lieu que moi je les pèse en consultation, c'est eux qui vont se poser à la maison. Et quand on se verra en téléconsultation, c'est eux qui amèneront les informations qui nous amèneront à prendre des décisions ensemble. Tout ce qui est objet connecté va pouvoir vraiment agrandir nos capacités d'auto-prise en charge des patients qui pourront du coup se contrôler eux et puis finalement on pourra se faire des pointages par télémédecine pour prendre des décisions ensemble et je pense que là il y a un vrai avancement qui est possible de faire. Et puis pour les HUG, on est vraiment en train de travailler sur toutes ces consultations en amont des urgences, proposer une alternative aux urgences aux patients qui ont un problème aigu non vital à la maison. Et on travaille aussi beaucoup sur le retour à la maison après être hospitalisé. On est hospitalisé pour un problème aigu, on passe d'une situation où on est 24 heures sur 24 sous surveillance infirmière et médicale, on nous donne nos médicaments dans un petit boîtier, on n'a rien à faire et on est servi, à la maison où tout d'un coup il n'y a plus rien et on doit se débrouiller tout seul. Et en fait c'est un changement qui est assez impressionnant pour les patients et donc aujourd'hui on a des projets de télémédecine pour le retour à domicile afin de fluidifier cette transition hôpital-maison. Je pense que c'est complètement entré dans les mœurs. La population genevoise, ça fait en tout cas 10 ans qu'elle a vraiment accès à ces données. Donc c'est quelque chose qu'elle réclame. Nous, on reçoit à peu près 350 personnes par mois qui viennent soit se renseigner, soit s'inscrire pour accéder à leurs données. Et puis après, soit on leur propose d'avoir Cara, soit on leur dit comment faire pour obtenir le dossier papier. Pour nous, le challenge, c'est d'informer et de former nos professionnels de santé à l'utilisation de Cara. Qui sachent comment faire pour y accéder, parce que les patients ils donnent des droits d'accès aux différents cabinets de médecins, institutions, ils estiment que de l'autre côté, tout le monde peut y accéder, et ce n'est pas forcément le cas. Il faut qu'ils soient formés, et puis qu'ils sachent aussi que les patients accèdent automatiquement aux informations. Donc ils doivent être attentifs à ce qu'ils mettent dans leurs rapports médicaux. Un point important, c'est que les patients deviennent vraiment acteurs de leur santé, ils vont voir ce qu'il y a dans leur dossier, et puis ça arrive qu'ils nous rappellent en disant « écoutez, il y a une petite erreur dans le rapport médical », est-ce que vous pouvez corriger? Donc nous, c'est un gros vecteur d'amélioration de la qualité et de la sécurité de nos pratiques. En 2 mots, Raoul? La télémédecine, c'est quelque chose qui existe déjà. Et je pense qu'on va on va aborder le sujet dans quelques instants. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas... Tout le monde n'est pas au courant de l'avancée de la télémédecine. Mais on attend même des robots soignants. On en est là aujourd'hui. Et puis, le dossier électronique du patient et la problématique de la protection des données. Et là, je pense qu'on va en aborder le sujet. Aurélie Rosenberg, finalement, cette crise du Covid, que nous a-t-elle appris? Eh bien, comme l'a dit Raoul, en fait, ça nous a changé la culture par rapport au digital. Ça a accéléré la digitalisation de manière générale dans la société. Et on a vu en fait que c'était possible maintenant de faire des consultations avec de la télémédecine avec tout type de population, des jeunes, des personnes plus âgées ou des personnes plus jeunes. Donc ça nous a appris que finalement la représentation de nos besoins a évolué et qu'on peut voir un médecin à distance.
Maintenant, ce qui est important aussi de souligner, c'est la relation thérapeutique. Raoul parlait de robots soigneurs. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que dans la relation thérapeutique, c'est quelque chose de fondamental et qu'on doit voir la technologie en support justement à la médecine pour faciliter les échanges, pour répondre à de nouveaux besoins de la population, mais ça ne remplacera pas le médecin. Ensuite, par rapport au Covid, on a vu qu'il y avait de formidables talents en Suisse par rapport au numérique, avec des startups qui ont développé des systèmes de manière très, très rapide. Donc, des startups, ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans la digitalisation, dans le domaine de la santé, et qui ont développé des systèmes de manière très rapide, en collaboration avec les hôpitaux, où là, il y a aussi d'énormes talents dans le domaine du numérique. Donc, ça, c'est les côtés positifs. Sur les côtés un peu plus où on peut être mitigé, c'est la collecte des données, notamment, où on a vu que c'était très difficile de pouvoir collecter des données pour avoir des indicateurs en matière de pilotage du système de santé. Donc ça, il y aurait des choses à faire. Et puis, on a vu qu'il y avait des initiatives qui étaient isolées ou, je dirais, multiples. On n'a pas eu un leadership en matière de transformation numérique pour la santé pendant le Covid. Ça, c'est peut-être la chose où on aurait pu attendre mieux. Les seniors, Raoul, n'ont pas eu de mal à s'adapter à cette accélération de transformation numérique? Je pense qu'une partie de la problématique est là. Et les gens plus âgés, ne connaissant pas le numérique ou ayant une réticence naturelle au numérique, refusent finalement le tout. Mais ça s'est plutôt bien passé en Suisse. Il faut voir le niveau de maturité concernant le numérique, la connaissance que l'on a dans d'autres pays. Mais en Suisse, les gens se sont plutôt bien adaptés. Et quelle industrie conduit justement cette transformation du numérique dans la santé? Alors, au niveau mondial, eh bien, les premiers, ce sont les petites entreprises spécialisées dans le digital, comme je le disais, ce qu'on appelle des startups, qui vont, elles, être les premières pour faire, les leaders pour faire la transformation numérique. Ils sont suivis de très grandes industries de la technologie et aussi des prestataires de soins. Donc ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu en Suisse, avec les petites entreprises, avec aussi les prestataires de soins, aidés par des grands intégrateurs informatiques pour pouvoir, je dirais, industrialiser les systèmes. Et y a-t-il des tendances dans cette industrie du numérique de la santé? Vers quoi on se projette les prochaines années? L'automatisation, de toute évidence, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure des robots et c'est quelque chose qu'on commence à voir apparaître dans d'autres pays, pas en Suisse encore. Et je pense aussi, comme Aurélie, qu'on ne peut pas remplacer l'être humain, heureusement d'ailleurs. Mais la problématique, pour revenir à la question, la problématique des entreprises du numérique, et là je pense qu'on va toucher un sujet qui me semble important, on ne fait pas l'unanimité sur ce qui concerne tout ce qui est protection de la sphère privée des patients. On a eu une attaque il y a quelque temps de ça, donc sur des cliniques en Suisse, et qui ont conduit à faire voir apparaître dans le dark web plus de 5000 dossiers des patients. Alors ça, c'est une erreur qu'il vaudrait mieux éviter plus tard. Et c'est qui met... Comment on se prémunit vis-à-vis de ça? Et on revient sur les essentiels de la protection, sensibiliser les personnes, parce que je rappelle que 94% des attaques se passent par la messagerie. Donc il faut déjà sensibiliser les personnes pour éviter que les collaborateurs ouvrent des messages qui contiennent d'ailleurs des malwares. Aurélie Rosenberg, vous voulez rebondir sur ce que Raoul vient de dire? Oui, j'aimerais d'abord rebondir, Raoul, sur la partie en lien avec quelles sont les tendances de la santé numérique. Premier objectif, je pense, c'est surtout l'axe de prévention, c'est-à-dire que la santé numérique soit au service de cette prévention pour voir la maladie qui arrive avant les symptômes. Donc ça, c'est quelque chose qui sera en développement les prochaines années, en couplant des technologies en lien avec le séquençage génétique et toute une série de surveillance qui permettra de voir la maladie, de calibrer peut-être mieux les traitements également. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est le développement de communautés de patients, avec l'idée de pouvoir partager les savoirs et de les rendre de plus en plus autonomes.
Donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une tendance. Et puis, toutes ces nouvelles tendances, je dirais, elles sont au service aussi de la pénurie des professionnels de santé qu'on a devant. Donc, dans tous ces nouveaux projets, en disant, mais comment on va faire demain pour répondre à cette pénurie des professionnels de santé, c'est une hérésie de ne pas intégrer un volet technologique. Avec toutes ces questions de souveraineté, de toutes ces questions, bien sûr, de protection des données qu'il faut adresser. Donc, Ensuite, il y a un énorme marché derrière tout ça. Il y a un marché, oui, il y a un marché. Un marché qui doit aussi être régulé, qui doit être encadré sur des questions éthiques. J'aimerais encore ajouter une chose en lien avec l'intelligence artificielle. On va faire face à un tsunami d'intelligence artificielle qui est devant. L'intelligence artificielle, ça va améliorer les processus de prise en charge, ça va être au service de l'innovation pour les traitements, mais c'est aussi quelque chose qui doit être encadré. Et ça veut dire, pour faire face, apporter aussi une nouvelle idéologie, quelque chose de suisse par rapport à ces technologies souvent qui nous viennent d'outre-Atlantique, de l'étranger. Eh bien, ça veut dire qu'il faut réformer. Réformer à la fois l'État, à la fois les hôpitaux, mais aussi la formation des professionnels de santé en intégrant ces aspects technologiques qui vont générer et créer de nouveaux métiers. Donc ça, moi, je pense que c'est très important. Quand on construit de la santé numérique, effectivement, on a des données, ce qu'on appelle des données personnelles très sensibles, des données de santé, des données médicales. Et ça veut dire que c'est important d'avoir toutes les bases de sécurité, des logiciels, les contraintes réglementaires, la réflexion sur la souveraineté qui doit être adressée. Raoul Diez, Aurélie Rosenberg, merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de Cyberéthique.